À la une ce soir, la joie des écoliers. Les vacances scolaires commencent dès ce soir. Les enseignants préparent déjà la rentrée 2017. Notre reportage à l'école de Gondo dès le début de ce journal. Le retour de la semaine des 4 jours, une volonté des maires, du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants. 30 communes de Martinique qui sont favorables dès la rentrée de 2017. Le projet d'Annick Girardin pour l'Outre-mer, la ministre a présenté les grandes lignes de sa feuille de route avec notamment les assises de l'Outre-mer. Et puis le festival culturel de Fort-de-France, une note lyrique ce soir avec un grand classique de l'opéra. Demain, ça sera au Grand Carbet. Le collectif d'artistes antillais, représenté avec de nombreux chanteurs, sera présent sur la scène du Grand Carbet. Nous invités ce soir Romuald Grimbert et Marie-Claude Botius, membres de ce collectif. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est officiel. Les vacances ont commencé pour les enseignants et les écoliers. Ils ont franchi aujourd'hui pour la dernière fois les grilles de l'école. Un moment très attendu par les élèves. Un dernier jour marqué par un surplus de travail pour les équipes pédagogiques, avec déjà en ligne de mire la préparation de la rentrée 2017. On fait le point avec ce reportage à l'école de Gondo à Fort-de-France, un reportage signé Louis Sabas. Une cour de récré désertée et des classes vides. Seuls quelques indices trahissent la présence d'écoliers. 23 en tout, toutes sections confondues. Un regroupement apprécié par ces élèves, mais tous ont hâte de réaliser leur projet de vacances. Ça fait du bien parce que c'est bientôt les vacances. Tous les dimanches, enfin presque, je vais aller chez ma grand-mère. Je vais rentrer en France. Je vais passer quelques jours chez mon papy et ma mamie. Je vais aller à mon hôtel, aller à la mer. Si les vacances sont imminentes, l'école primaire de Gondo A ne se transforme pas pour autant en garderie. Ici, on continue comme tout au long de l'année. 7 plus 8, ça fait 15. Sauf que depuis quelque temps, l'enseignement est un peu plus ludique. Nous avons forcément un effectif moindre, donc nous avons fait le choix de réunir les enfants. Donc ça leur permet déjà dans un premier temps de se retrouver parce qu'au cours de l'année scolaire, les enfants sont chacun dans leur classe. Et puis deuxièmement, nous avons aussi fait le choix de travailler de manière ludique. Donc aujourd'hui, nous avons choisi les tablettes, de travailler sur les tablettes, mais ça aurait pu tout à fait être autre chose, du théâtre, de la danse. Mais cet ultime jour d'école est aussi empreint de nostalgie. C'est le temps des au revoir. Naïla quitte le primaire pour le secondaire. La prochaine, je passe en 6e et ça me rend un peu triste parce que je vais me laisser quelques copines à l'école. On ne pourra plus se voir. Mais il n'y a pas que les élèves et leurs professeurs dans l'établissement. Cantine ou administration fonctionnent encore. Elle était à Cajou, tout à fait. Le directeur a même une journée particulièrement chargée. Il s'agit de préparer l'année suivante et la prochaine rentrée. Donc nous avons des journées durant lesquelles les derniers parents procèdent aux inscriptions pour l'année prochaine. Il y a des remises de documents tels que les listes de matériel et puis un certain nombre d'informations que nous tentons de glaner pour pouvoir préparer au mieux cette prochaine rentrée. Donc c'est une journée où effectivement il faut être disponible. Alors voilà, l'école est finie. Le mot de la fin revient aux enfants. Au revoir et à l'année prochaine. L'année prochaine, justement, il y aura du changement dans le premier degré. Le retour de la semaine des 4 jours en décret a été publié par le ministère de l'Éducation nationale le mois dernier. Il propose aux communes qui le souhaitent la fin des activités périscolaires. En Martinique, une trentaine de maires a répondu favorablement. Une mesure qui n'est pas pour déplaire le syndicat des enseignants SNUPP, qui pointe toutefois les changements intempestifs des gouvernements successifs. On fait le point avec ce reportage de Guy Raphaël René. Daté du 28 juin dernier, le décret de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, préconise le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles. Il remplace le décret de Vincent Payon de 2013 qui avait permis de passer à 9 demi-journées de cours à raison de 5h30 par jour. Si les élèves travaillent sur 4 jours, ils vont devoir faire 6 heures par jour. Sur 4 jours, ça fait 24 heures. Donc du point de vue du volume de temps pour les apprentissages, il n'y a pas de changement. C'est 24 heures. Voilà. Simplement, ces 24 heures sont réparties différemment avec des journées de 6 heures. Un décret qui suscite déjà des réactions.
Certains syndicats d'enseignants regrettent que les différents acteurs de l'éducation n'aient pas été intégrés à la réflexion en amont. Pour arrêter de passer d'une réforme à une autre, à un moment donné, il faut s'asseoir, ne pas penser chiffres économiques, mais penser vraiment besoin des élèves et besoin de l'école. Ce dont l'école a besoin, ce n'est pas de changer de rythme au gré des ministres. Un des effets attendus avec le retour à 4 jours, c'est la disparition des temps d'activité périscolaire en vigueur depuis 2014. Avec 6 heures de cours par jour, difficile de dégager du temps supplémentaire pour ces activités. Un coup dur pour les associations qui proposaient leurs services aux municipalités. Nous avions du coup pris un petit peu nos marques avec certaines communes, donc principalement les Anses d'Arlé. Donc on va dire que la machine était plutôt bien calée et bien en route. Du coup, bon, il va falloir trouver là en quelques mois d'autres sources de financement pour pouvoir du coup à partir de septembre trouver d'autres activités pour financer nos emplois. Du côté des municipalités, 30 sur les 34 ont accueilli favorablement cette annonce. Le dispositif des TAP pesait trop lourd dans les finances communales. Ce retour aux 4 jours, je pense que ça devrait pouvoir arranger tout le monde. Moi, personnellement, ça m'arrange parce qu'en fin de compte, la semaine des 4 jours et demi, ça nous a posé pas mal de problèmes pendant 2 ou 3 ans. Donc, on avait essayé de prendre le rythme au cours de la dernière année, mais là encore, c'était très compliqué parce que il fallait d'abord organiser à la semaine et organiser le temps des enfants. Ensuite, il y avait le transport à organiser. Il fallait aussi, en quelque part, trouver les solutions de restauration pour certains, donc les solutions de garde pour d'autres. Donc, on avait pas mal de difficultés avec cette affaire-là. Une réunion de concertation est prévue avec tous les maires dans les semaines à venir pour harmoniser les positions de chacun pour la prochaine rentrée. La fin de l'année scolaire rime aussi avec récompense pour les plus méritants des élèves. Jean-Frédéric Belez, lycéen de terminale, a reçu hier soir la célèbre bourse Alizé à Madiana. Cette année, pour la première fois depuis l'existence de cette récompense, un élève du secteur professionnel a également été récompensé. En tout, 14 bacheliers ont été mis à l'honneur. Le reportage de José Lechertier. Des applaudissements nourris pour Lénaïka. Élève au lycée Acajou 2, elle a obtenu son baccalauréat professionnel en maintenance auto avec une moyenne de 15,3. Un cadeau inattendu pour la lycéenne qui veut se spécialiser dans la réparation des véhicules électriques. C'est une grande surprise et je suis très contente de l'avoir reçue. C'était une année scolaire normale, je trouve, surtout que j'ai travaillé, donc c'était une bonne année scolaire. Merci à tous pour m'avoir sélectionné. C'est la première année que la bourse Alizé s'ouvre au bac pro. Une avancée importante pour des filières trop souvent dévalorisées. Le principe de la bourse Alizé, c'est valoriser l'excellence. Il y a de l'excellence dans les filières professionnelles. Il était important pour nous de les reconnaître et d'organiser avec les chefs d'établissement cette nouvelle phase de la bourse Alizé, qui est d'intégrer dans nos promotions maintenant une partie importante des gens de la filière professionnelle, des jeunes de la filière professionnelle. Pour la filière générale, la bourse Alizé 2017 revient à Jean-Frédéric Belez, qui décroche son bac L avec mention très bien. 30 000 € sur 5 ans, de quoi l'aider à devenir avocat au barreau français et américain. Un rêve qui fait aussi la fierté de sa maman. Ma maman, c'est ma première femme. C'est elle qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à elle. C'était assez intense comme année, puisque c'est l'année du baccalauréat. Il faut vraiment se concentrer sur son travail et ne pas se laisser distraire, même si je sais que c'est difficile quand on a 17 ans, on a ses amis, on va sur les réseaux sociaux et on n'aime pas forcément travailler tout le temps. Je le voyais qu'il travaille beaucoup, donc on sent la pression, mais qu'il a, parce qu'il est assez, comme il aime réussir, donc il veut toujours faire de son mieux. Il se couchait tard, et donc on est quand même un petit peu stressé de le voir travailler autant. Lauréat du 9e prix ex-aequo, soit un chèque de 1 000 €, le major de l'académie fait lui aussi partie du palmarès. À 17 ans, Johan Marie-Joseph a obtenu une moyenne de 20 sur 20 au bac S.
Voilà pour cette soirée pleine d'émotions. Dans l'actualité également, l'expulsion d'Hervé Pinto. Le syndicaliste salarié de la Poste était installé dans le bureau du directeur de l'entreprise depuis 24 jours. Sorti manu militari mercredi soir par une quinzaine de policiers. Hervé Pinto qui continue sa grève de la faim devant le siège de la Poste où il est maintenant installé. Une action pour dénoncer selon lui le harcèlement et la discrimination dont il serait victime. Il est revenu sur son expulsion au micro de Louis Sabas. Je suis resté 3 ans à pied sans salaire. Ensuite, j'ai eu d'autres sanctions disciplinaires. On m'a muté d'office, de manière illégale, toujours pour un même dossier disciplinaire. 3 sanctions. Et la 3e sanction, c'est un déplacement d'office du centre de Dillon, où je suis normalement affecté, vers ici la direction, où on veut m'obliger à travailler avec les gens qui m'ont attaqué, comme vous l'avez vu sur le jugement du tribunal correctionnel. Je réclame justice, comme son nom l'indique. C'est très clair, justice. Je vous montre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Regardez, il date de 2013. Nous sommes en 2017. Comment se fait-il que des magistrats qui ont prêté serment au nom du peuple français, eh bien, se taisent face à une situation extrêmement grave que la cour d'appel a reconnue, puisque la cour d'appel a dit que les faits sont vraisemblablement exacts. Et la direction de la Poste que nous avons essayé de contacter n'a pas pour le moment répondu à nos demandes d'interview. La feuille de route d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Ce matin, la locataire de la rue Oudinot a fait part de ses priorités pour les régions ultramarines. Une annonce à retenir, les assises de l'outre-mer, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Elle devrait voir le jour, ces assises, d'ici le mois de septembre prochain. À Paris, la correspondance de Solène Boissé. Le chantier prioritaire d'Annick Girardin, c'est la mise en place des assises de l'outre-mer. Concrètement, ces assises se dérouleront sous la forme de tables rondes où seront réunis élus locaux, nationaux, mais aussi les acteurs de terrain pour déterminer quelle politique à mettre en place pour répondre aux urgences. Cette mesure rappelle cependant les états généraux de l'outre-mer mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy suite à la crise sociale de 2009 et qui n'avait pas donné de résultats très concrets pour les populations ultramarines. Un parallèle que la ministre veut à tout prix écarter. Il est important que l'ensemble des publics travaillent sur ces assises. Si j'insiste, c'est la vraie différence avec les états généraux. C'est que nous voulons aller au-delà de réunions institutionnelles, mais bien de rencontrer les populations et surtout celles qui ne viennent plus au rendez-vous du dialogue, qui ne s'impliquent plus sur leur territoire. Et puis les jeunes aussi, qui ont besoin de penser leur avenir, de croire en leur avenir. Et pour renouer avec les populations ultramarines, la ministre veut aller plus loin et mobiliser l'ensemble des ministères directement sur place. Il y aura des conseillers outre-mer, des monsieur outre-mer ou madame outre-mer, dans l'ensemble des ministères, qui feront que ce réflexe outre-mer, il sera systématique. C'est pour ça aussi que je veux me déplacer avec, et ils peuvent aller sans moi, en outre-mer avec l'ensemble des ministres. Quand on voit, quand on connaît un peu, on ressent les choses différemment et on répond différemment. La synthèse de ces assises, le livre bleu Outre-mer, devra être terminé au printemps 2018. Et pour son 2e déplacement en territoire ultramarin, Annick Girardin se rendra en Guyane entre fin août et fin septembre. En Guadeloupe, c'est forte tension lors d'une tentative de démolition d'un restaurant par les autorités. Le Carissima, installé sur la plage de la Datcha à Basse-Terre, frappé par une ordonnance du tribunal qui demande sa destruction. En cause, l'occupation jugée illégale de la zone des 50 pas géométriques ce matin, alors que les pelles étaient déjà sur place. Didier Lordineau, le gérant, qui n'est autre que le fils de l'ancien député martiniquais Fred Lordineau, a reçu le soutien de la population et du propriétaire. Le reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie. Fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de rester dans le calme, de permettre à monsieur le sous-préfet de passer avec l'huissier et moi-même afin que nous puissions tourner cette douloureuse page. Un épisode qui a failli mal tourner. L'évacuation du restaurant Carissima par les forces de l'ordre a déclenché la colère du propriétaire et des gens venus le soutenir. Dès 4 heures du matin, l'allée qui mène au restaurant était occupée d'un côté par les amis de Didier Lordineau et de l'autre
par les forces de l'ordre. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la conséquence de 2 jugements qui ont été pris par le tribunal administratif de Basse-Terre. Un jugement qui est intervenu au mois de novembre, dont les conclusions ont été doubles. Premièrement, nous sommes bien sur le domaine public maritime et l'exploitant de l'époque devait démolir son établissement dans le délai d'1 mois. Ça n'a pas été fait. Il y a un deuxième jugement qui est plus récent, qui date de juin dernier, qui donne 2 conclusions. Première conclusion, l'exploitant actuel doit quitter les lieux et ce jugement confirme également qu'on est bien sur le domaine public maritime et il confie au préfet le soin de mettre en place les mesures nécessaires pour que les conclusions de ces 2 jugements soient mises en œuvre. Une mise en œuvre de démolition qui n'est pas du tout du goût de Didier Lordino, locataire depuis 5 mois. Il est muni d'une autorisation d'exploitation. Il considère cela comme une injustice, une ignominie. Nous avons effectivement un jugement qui nous ordonne de quitter les lieux depuis mardi dernier pour permettre la démolition du bâtiment. Je me suis pourvu en cassation. Quelle urgence y a-t-il à détruire ce restaurant alors qu'on sait que dans 2 mois, la Cour de cassation va communiquer sa décision. À qui profite le crime? Le propriétaire, même s'il n'a pas son mot à dire, car selon la loi, c'est l'exploitant qui est mis en demeure de démolir, était présent pour dire son indignation. C'est inconcevable, c'est injuste. Je n'ai jamais vu dans aucun pays faire cette pratique que j'appelle pratique de hors-la-loi. Vous êtes propriétaire, vous n'avez jamais été informé et on vous demande, on va vous casser votre propriété sans aucune demande officielle. Le propriétaire qui est propriétaire de sa parcelle de terrain avec un acte. En fin de matinée, des renforts importants arrivent, repoussent les manifestants après plusieurs sommations. Ils envahissent le restaurant pour empêcher la démolition. En vain. Finalement, le calme revient. Le sous-préfet veille à ce que le restaurateur récupère ses biens mobiliers intérieurs et extérieurs. Didier Lordino n'est pas le seul visé. À terme, les autres établissements qui occupent le domaine public maritime illégalement subiront le même sort. Retour en Martinique, Cédric Sorendo a désormais un stade qui porte son nom. Il est à Trinité. Il a été officiellement rebaptisé ce matin en hommage au handballeur martiniquais. C'est dans cette enceinte qu'il a fait ses premiers pas de sportif. On voit cela avec Loïc Régis. C'est en présence de sa famille que Cédric Sorendo assiste à cette inauguration. Le palais des sports dans lequel il a effectué ses premiers pas de handballeur porte son nom. Une fierté pour celui qui a tout gagné avec l'équipe de France et son club de Barcelone. C'est chez moi, c'est où j'ai grandi, ce sont mes premiers pas et aussi c'est ma ville. Donc être reconnu un peu de partout et avoir une distinction chez soi, je dirais que c'est le rêve de tout grand joueur. On a quelques projets déjà à voir pour qu'il y ait des jeunes qui puissent voyager par rapport à certains financements, attirer un peu plus les jeunes, encadrer un peu plus les jeunes et je dirais, même moi quand je viendrai, aller à la rencontre des jeunes, donc ça ne me dérange pas sur le temps que je suis en vacances. Donc voilà, c'est m'investir vraiment pour ma ville. De la Gauloise, son club formateur à l'équipe de France, il a toujours porté haut dans son cœur la commune de Trinité. Ses proches l'ont fidèlement accompagné dans son parcours. Lorsqu'il était loin, je lui disais de prendre beaucoup de courage. Et j'avais par contre quelqu'un qui me donnait beaucoup de ses nouvelles. Il me disait toujours, mamie, je tiens le coup. Champion olympique, titres mondiaux, européens, Cédric Sorendo est le sportif trinitéen au palmarès le plus lourd. C'est en toute logique qu'il est honoré. Cet exemple-là doit être donné pour la postérité, parce que nous considérons qu'un jeune, quand il viendra au Palais des Sports, qui verra le palmarès de Cédric Sorendo, quand il verra comment Cédric Sorendo est humble et performant, et qu'il a toujours gardé le contact, les 2 pieds sur terre, nous voulons que cette façon de voir les choses soit transmise. Et c'est pour cette raison que le Palais des Sports porte aujourd'hui le nom de Cédric Sorendo. Un exemple pour les générations futures, ces jeunes du Pôle Espoir ont devant leurs yeux un modèle de réussite. Il est parti de loin pour y arriver à ce niveau-là. Et du coup, de voir maintenant qu'on le met en avant par rapport à la Martinique, etc., ça montre que le pays avance, que tout le monde
peut avoir sa chance. Avec d'autres sportifs, Tchouf, comme on le surnomme, figure sur une exposition photo organisée par la Ligue de handball de Martinique. Elle est visible jusqu'au 2 août à la Maison de la Culture de Trinité. Sport toujours en bref, l'équipe martiniquaise de volleyball a perdu face aux Trinidadiens hier 5-7-2 dans le cadre des qualificatifs de la Coupe du Monde. Rien n'est perdu pour les Martiniquais qui sont à la 3e place de leur groupe. Prochain rendez-vous en quart de finale avec la Jamaïque. Ce sera demain toujours à Trinidad. Le Tour cycliste de la Martinique, l'occasion pour les 7 commissaires régionaux de monter en grade et pourquoi pas de passer commissaire national. Un membre de l'Union cycliste internationale et le président du corps arbitral français assureront l'examen lors de l'étape de Ducos. Hier soir, les 7 commissaires élèves étaient réunis pour une formation au collège de Dillon 1. On écoute les réactions recueillies par José Le Chertier. Des explications sur l'ensemble de la réglementation du cyclisme, réglementation française, sachant qu'elle est calquée à 90% de la réglementation UCI. Donc leur donner des informations, ils n'officieront pas en tant que tels sur le tour. Ce sont des futurs arbitres du tour, bien sûr, puisque l'examen sera le soir de l'étape de Ducos, mais ils sont aussi en formation sur le tour, ils seront à l'échelon course pour voir comment les commissaires expérimentés travaillent au sein de l'épreuve. Et moi j'assurerai la présidence d'ailleurs de ce tour. Et toute l'actualité de ce 46e Tour cycliste de la Martinique, c'est sur ATV Martinique avec nos rendez-vous, donc nos magazines. On reçoit ce soir Stéphane Lupon, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le journaliste qui va pouvoir suivre pour nous ce Tour de Martinique avec plusieurs rendez-vous chaque jour. Et ce soir déjà, on va commencer par présenter cette compétition. Oui, ce soir, c'est le premier rendez-vous d'une trentaine qui sont fixés à nos téléspectateurs. Une trentaine, on va expliquer les différents canaux qui seront proposés. Mais dès ce soir, effectivement, nous avons rendez-vous avec le magazine spécial Tous sur le Tour, un magazine qui fait la part belle à la présentation de l'épreuve, donc la sécurité, le parcours, les équipes invitées, les équipes martiniquaises, la présentation des maillots. Et pour ça, nous avons 3 invités. Marc Paulin, notre consultant, qui est de retour, Alfred de Fontis, le président du comité régional cycliste, et Yolande Sylvestre, le dernier vainqueur du Tour. Alors justement, quel est le dispositif en détail pour les émissions qui vont commencer dès la première étape demain? Le dispositif en détail est le suivant. Ce soir, donc notre rendez-vous qui présente le Tour. Demain matin, autour de 11h, c'est une nouveauté, Facebook Live. Sur le Facebook d'ATV, nous serons sur les points chauds, les points compliqués, les lieux difficiles pour les coureurs, principalement les côtes. Demain, c'est Chopot, non plutôt Courbaril, ce sera autour de 11h. Ensuite, nous revenons à 19h30 pour le magazine Tour à Tour. Et après le magazine Tour à Tour, il y a encore Facebook Live, environ 10 minutes, un quart d'heure, où on rentre dans le détail, dans les petites choses, les petites surprises du Tour. Donc vous allez constater 3 rendez-vous par jour, et ce, sur toute la période. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Ce soir, on va revoir la composition donc, de ce Tour, les équipes, les étapes. Un Tour que l'on a annoncé un petit peu plus difficile cette année. Quel est votre pronostic pour les Martiniquais? Alors, mon rôle n'est pas d'être pronostiqueur, mais plutôt de rendre compte à nos téléspectateurs de ce qui se passe sur l'épreuve. Maintenant, effectivement, les techniciens, les spécialistes annoncent des équipes un peu plus cotées, donc, qui ont un niveau plus élevé que ce qu'il y avait l'année dernière. L'année dernière, nous avons assisté à une bataille martinico-martiniquaise. Cédric Eustache et Yolande Sylvestre se sont battus jusqu'au dernier coup de pédale. Il a fallu de la dernière côte, la dernière ascension de la côte de Montpito pour départager les 2 coureurs. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait, comme l'année dernière, un maximum de spectacles, mais soyez-en sûrs, les équipes invitées ne sont pas des faire-valoir. Alors on va aborder une dernière question, celle de la sécurité sur le Tour. On l'a vu il y a quelques semaines, on a frôlé le pire avec un accident sur le Tour cycliste junior. Est-ce qu'on peut rappeler justement ces précautions que les automobilistes doivent prendre? Aujourd'hui, il faut que chacun soit conscient que le Tour nous appartient, ça appartient aux Martiniquais. Il se passe sur la route, il se déroule à un moment où, théoriquement, l'activité est un peu plus ralentie. On comprend qu'il y a des gens qui peuvent être pressés, mais soyons patients, laissez les coureurs passer.
Écoutez surtout, regardez-nous la veille. On vous donne le détail et le parcours que suivra l'étape. Prenez des dispositions, partez une demi-heure, 1 heure avant si vous ne voulez vraiment pas être coincé. Et puis si vraiment il y a une urgence médicale, voilà. Appelez le 15. Et en tout cas, patience donc au passage de la caravane du Tour. Merci beaucoup Stéphane Lupon. Je rappelle que vous êtes ce soir à partir de 19h30, juste après ce journal, pour ce magazine de présentation du Tour cycliste de la Martinique. Et à partir de demain, donc ces différents rendez-vous que vous allez présenter sur ATV Martinique. Merci. Merci. On poursuit ce journal avec de la culture, avec le Festival culturel de Fort-de-France. Demain, sur la scène du Grand Carbet, un rendez-vous proposé aux spectateurs amateurs de lyrique et d'opéra avec une troupe, un collectif d'artistes antillais qui sera sur scène. Tout de suite, un extrait. Voilà pour cet avant-goût de ce spectacle qui sera demain. On reçoit sur notre plateau 2 chanteurs lyriques qui seront présents demain sur la scène du Grand Carbet, Romuald Grimbert et Marie-Claude Boutius. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous faites partie du collectif des artistes antillais. Vous êtes, vous, violoniste, donc, puisque vous allez jouer avec un quatuor, une formation. Donc vous faites partie de ce collectif qui sera présent demain sur la scène du Grand Carbet. Et ce n'est pas une première, puisque vous étiez déjà invité il y a plusieurs années pour le Festival culturel de Fort-de-France. Vous qui jouez sur des scènes au niveau international, est-ce que c'est toujours un plaisir ici de revenir jouer en Martinique? Bien sûr. Bien sûr, c'est une grande chance d'être invité par le CERMAC et par le Festival de Fort-de-France pour jouer chez nous, auprès de nos proches, bien sûr. Oui. Et ce festival, pour nous, est un grand festival, au même titre que dans d'autres endroits où on a l'occasion de jouer, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que ça marque l'intérêt que peut porter le public martiniquais, justement, à ce type de musique? Tu veux répondre? C'est sûr que ce n'est sûrement pas la musique qui est la plus diffusée ici. Et c'est très important, je pense, de faire bénéficier cette culture. Et aussi, c'est des airs extrêmement connus qui ont marqué l'histoire. Et je pense que c'est vraiment essentiel de diffuser ce genre de musique ici. Aussi aux Antilles. Je tiens à préciser quand même que pendant de nombreuses années, l'art lyrique était très présent en Martinique. Et en plus, même si c'était moins médiatisé, on a eu d'illustres confrères qui sont également martiniquais et qui ont chanté ici régulièrement, que ce soit Jean-Pierre Cadignan, Jocelyn Michalon, Lucienne Deval. On a quand même beaucoup de personnes qui sont venues chanter ici régulièrement de l'art lyrique. Christiane Dapierre, notre professeur également. Donc quand même, très régulièrement, nous avons eu la chance de pouvoir
nous produire en tant qu'artistes lyriques toute cette génération. Donc nous faisons que poursuivre ce chemin et en essayant de le médiatiser peut-être un peu plus, parce que notre collectif Caribe Opéra nous permet de nous réunir et de donner plus de visibilité à notre action et de partager davantage notre plaisir de la musique classique et de l'art lyrique avec le public. Alors plus de visibilité parce que pour beaucoup vous faites carrière au niveau national et international avec ces quelques rares occasions de jouer ici en Martinique. Est-ce que vous souhaiteriez qu'au-delà de ces festivals ponctuels, est-ce que le chant lyrique devrait avoir une place plus importante au sein de la Martinique? On y travaille. On va revenir au mois de novembre pour rendre un hommage à Christiane Dapierre. Donc on aura l'occasion à nouveau de se produire. Comme on vous l'avait dit, comme vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, nous étions déjà là il y a 3 ans dans le cadre du festival. L'année dernière, nous avons également l'occasion de chanter à l'Atrium. Donc oui, on est en train de travailler justement pour que les Antilles, la Martinique, mais également la Guadeloupe, et bien sûr on espère les autres pays d'outre-mer puissent bénéficier de l'art lyrique régulièrement. Nous sommes en train de travailler pour qu'en Guadeloupe, nous montions la flûte enchantée pour la première fois en avril 2018. Donc voilà, nous avons une tonne de projets pour que nous puissions tous venir ici régulièrement pour travailler. Alors les infrastructures sont évidemment très importantes pour ce type de prestations. On l'a vu sur les images, vous avez fait hier un showcase donc sur la scène du Grand Carbet. Vous serez demain soir. Au niveau acoustique, est-ce que c'est opérationnel? Entièrement. On a une équipe technique au top. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment super. Assez grandiose et vraiment, je pense que ça devrait beaucoup plaire parce que ouais. C'est très divers. Enfin, il y a quand même du répertoire de la musique italienne, française de l'époque jusqu'à la musique américaine, beaucoup plus moderne, avec issus des comédies musicales de Gershwin, voilà, Bernstein bien sûr. Donc c'est quand même très diversifié et je pense que ce sera un très beau voyage. Et par le passé, le Grand Carbet diffusait de l'opéra avec de la mise en scène. Donc il y a pour nous, il n'y a aucun souci. On a uniquement dû indiquer aux équipes nos besoins, voilà, pour que ce soit le plus fidèle possible à l'art lyrique. Donc le Grand Carbet nous accueille. Nous sommes dans un bel écrin. Ouais. Alors, vous parliez un instant des comédies musicales. Ce sont des films avec parfois aussi des grandes voix qui attirent aussi beaucoup la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure aussi de pistes pour essayer de démocratiser cet art lyrique auprès des jeunes. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de ce métier? Et est-ce que vous le conseilleriez à des jeunes? Est-ce que c'est difficile? Moi, franchement, je pense que dans tous les métiers, ça peut être très difficile. Enfin, ça dépend vraiment des conjonctures économiques, mais dès lors que l'on travaille correctement, que l'on a la chance de trouver des bons guides, que ce soit des bonnes écoles, des bons professeurs, des mentors, on peut vivre de sa passion. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui. On a quand même la chance d'avoir des conservatoires, c'est sûr, avec des professeurs qui nous aident, et quand même il y a pas mal de structures pour nous former, pour nous permettre d'avoir l'opportunité déjà d'avoir accès à certaines scènes. Et c'est sûr que c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'habituer à avoir un public, à promouvoir ce répertoire. Et donc, et oui, on conseille à tous les jeunes qui sont passionnés par le chant d'embrasser l'art lyrique et pas seulement la pop ou pas seulement la comédie musicale, même si tous ces genres sont magnifiques dès lors que c'est des passions et qu'on veut transmettre le plaisir. Alors on va revenir un instant sur le rendez-vous de demain, sur la scène du Grand Carbet. Quel sera le répertoire qui sera demain? Et je n'ose même pas vous demander une petite démonstration. Oh, je pense que ça sera mieux demain. Ça sera vraiment mieux demain dans cet écrin avec tout ce qui sera bien prévu pour le plaisir des spectateurs. Donc, nous aurons 4 grands tableaux. Nous commençons par Mozart. Ensuite, nous basculons vers la période, vers l'Italie et la période un petit peu plus romantique avec Verdi, Puccini et Rossini. Ensuite, nous passons sur l'opéra français, avec le tube des tubes Carmen de Bizet notamment. Et puis, à la fin, nous basculons vers les États-Unis, justement vers Gershwin et Bernstein, et notamment Gershwin, cette comédie musicale qui est rentrée maintenant dans le répertoire des opéras. Donc, il y a vraiment des passerelles. Et je tiens à dire aussi qu'on a une belle surprise à proposer aux spectateurs. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent, parce que je pense qu'ils seront...
voilà, on a une belle surprise avec une grande artiste qui va nous faire le plaisir de venir également demain. Eh bien, rendez-vous demain donc sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous faites partie du collectif des artistes Air Créole. Caribe Opéra. Caribe Opéra, pardon, qui seront donc demain sur la scène du Grand Carbet. À 20h. À 20h, donc pour ce concert lyrique. Alors restez avec nous, à suivre dans votre journal, votre JT des communes. Et on commence ce JT des communes à Fort-de-France avec une grande braderie organisée ce week-end par une nouvelle association de commerçants. Fort-de-France, cœur de Martinique. 3 rues du chef-lieu seront fermées à la circulation avec des prix promotionnels assurés par les boutiques. Une action pour dynamiser l'activité économique du centre-ville. On écoute la vice-présidente de l'association au micro de Loïc Régis. Ça change, c'est bien, ils vendent bien. Il y a des promotions, ils essayent de vendre. C'est une bonne chose déjà et puis ça permet d'avoir plus de vêtements parce que quand on va dans les magasins, c'est surtout rempli. Donc c'est super bien. Ça prend trop de place et que je pense que c'est pas ça qui va changer quelque chose. On entre dans les magasins, on prend si on veut, c'est pas en mettant les trucs dehors que voilà. Il était temps que ce type d'opération se fasse. À la limite, il faudrait peut-être la renouveler à nouveau. Donner un souffle nouveau au cœur de Fort-de-France. Et ça marque le début des actions que l'association a commencé à entreprendre. Prouver à tout le monde que Fort-de-France est toujours là, est toujours vivante et qu'on peut faire entrer, on peut faire venir les clients sur Fort-de-France. Les clients n'attendent que l'animation, que l'application du commerçant. On poursuit avec un coup d'œil sur le planning du don du sang. Demain, le camion de l'EFS sera présent sur la commune du Diamant à la place du marché entre 8h et 13h. Et pour terminer ce JT des communes, on retrouve Hubert Bornil. Pendant ses vacances, vous le savez, nous vous proposons de revenir sur les meilleurs reportages. Ce soir, Fort-de-France, en compagnie d'un éleveur d'ignames, en compagnie d'un agriculteur qui est donc produit de l'igname sans pesticides. Le sujet tout de suite. C'est sur cette propriété de 5 hectares située au quartier La Médaille que nous avons rencontré Franz Fonrose. Il fait partie de ces agriculteurs qui militent pour une agriculture saine, emmener le peuple à consommer des produits sains de la terre sans pesticides. Gardez-moi Sabel. Le retour à la paysannerie, c'est ça le credo de cet homme, un ancien du bâtiment ayant décidé un jour de se reconvertir dans l'agriculture bokaï. L'igname vraiment par amour parce que moi j'aime l'agriculture. Ouais. Et c'est une certaine curiosité qui poussait moi à planter yam. Et puis plaisir pep moi manger qui sain. Ouais. L'agroécologie malheureusement pour qu'on ait une certification spécifique, mais l'État a reconnaître comme agriculture faisant partie des agricultures qui a protégé la nature. France Desroses travaille sur une parcelle léguée pour quelque temps par une autre agricultrice. En fait, ils sont 3 ou 4 à planter des légumes ici. La variété Yampoulta, c'est 10 mois. 10 mois. Il y a des variétés qui... Oui, c'est yam jaune. Parce qu'on a une variété Yampoula qui a fait un seul grand yam. Mais là, qui a fait plusieurs pattes. On a allé jusqu'à des yams de 15 kilos. Et lorsqu'on lui demande s'il pense que cette forme d'agriculture a de l'avenir. Écoute, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Je serais catégorique là-dessus. On n'a plus le choix. On sera obligé de revenir sur ce type d'agriculture à laquelle nous avons délaissé depuis quelques années pour rentrer dans une agriculture, on va dire, conventionnelle qui a fait des dégâts. Mais bel plaisir. En tout cas, on espère que vous avez pris note. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. La joie des écoliers, les vacances scolaires commencent dès ce soir. Les enseignants préparent déjà la rentrée. Vous l'avez vu dans notre reportage à l'école de Gondo, qui était au début de ce journal. Le retour de la semaine des 4 jours, une volonté des maires et du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants, 30 communes de Martinique qui sont favorables dès la rentrée 2017. Le projet d'Annick Girardin pour l'Outre-mer, la ministre a présenté les grandes lignes de sa feuille de route avec notamment les assises de l'Outre-mer qui devraient débuter en septembre 2017. Et puis le festival culturel de Fort-de-France sur une note lyrique demain soir, de grands classiques de l'opéra avec
donc sur la scène du Grand Carbet des artistes antillais, des chanteurs et musiciens qui seront sur la scène avec un répertoire d'opéra lyrique. Nous avons reçu donc Romuald Grimbert et Marie-Claude Botillus, membres de ce collectif. À suivre sur ATV, ne ratez pas votre rendez-vous sur le Tour de cyclistes de la Martinique, présenté par Stéphane Lupon, suivi de la météo, présentée par Ruth Fortuna, à 20h10 côté ciné, à 20h25 Ninja Warrior. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.